bienvenue dans ce nouveau numéro de Terres et Vignes consacré aujourd'hui au bio. Sur notre route, je vous propose de nous arrêter à la Chambre d'agriculture pour savoir distinguer un vrai ou un faux agriculteur bio. Si un agriculteur vous dit qu'il a une production bio et qu'il ne vous montre pas ses labels, c'est qu'il n'est pas bio. Direction ensuite l'Antage pour rencontrer des précurseurs dans l'élevage bio. Ils nous prenaient pour des fous, pour des marginaux. 50 ans plus tard, on est toujours là, on a réussi à se développer et on est toujours motivés. Mais tout d'abord, arrêtons-nous à Feuges afin de rencontrer Sonia qui a choisi de passer au bio, accompagnée par la coopérative Lascara, spécialiste des marchés différenciés. Nous sommes aussi des consommateurs et on partage l'avis des consommateurs bio. Premier arrêt à Feuges. Ici, des céréaliers ont choisi le bio. Bonjour, Sonia Mérej, agricultrice en agriculture biologique. Donc on est ici sur le site de la CUPA des Ormes, à Feuges. Une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Ça veut dire qu'on est 8 exploitants se partager le matériel. Et sur ces 8 exploitants, nous sommes 5 en agriculture biologique. Nous avons commencé les conversions en agriculture biologique en 2016. On a opté pour une conversion progressive parce que il y a tout un savoir-faire à acquérir en agriculture biologique qu'on n'avait pas. Donc on convertit, on a commencé en 2016 et on va finir l'année prochaine en 2019. On a fait le choix de passer 100% bio pour diverses raisons. On a déjà envie de passer en bio pour des convictions personnelles. Quand on voit tout ce qui est bouleversement climatique, ces choses-là, on se dit nous on peut peut-être aussi participer à ce que ça aille mieux ou moins mal, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais voilà, en changeant nos pratiques. Pour nous, ça nous semble important. Il y a aussi la demande des consommateurs qui est de plus en plus importante. Si l'agriculture française ne répond pas à cette demande, demain, les produits bio arriveront d'ailleurs. Mais le consommateur sera toujours satisfait. Nous sommes aussi des consommateurs et on partage l'avis des consommateurs bio. Mais au fait, c'est quoi un produit bio? Qu'est-ce qui garantit que ce que je mange est bio? Pour répondre à ces questions, direction la Chambre d'agriculture. Rendez-vous avec un conseiller en agriculture biologique. Pour lui, le bio, c'est une vieille histoire. Le premier concept date d'avant-guerre, c'est-à-dire qu'on pense souvent que le bio, ça date des années 2000, mais les premiers labels sont plutôt des années 80. Le bio, donc, c'est un cahier des charges, c'est-à-dire c'est un label écrit de manière standardisée, on va dire, dans les années 80 pour le label français, dans les années 90, tout début des années 90 pour le premier label européen. Le principe assez simplifié, c'est l'absence d'utilisation de produits de synthèse, que ce soit pour fertiliser les cultures ou pour traiter les cultures. Il ne faut pas imaginer qu'on n'utilise aucun produit de traitement en agriculture biologique. Il y a bien entendu des produits naturels qui sont autorisés, comme le cuivre, le soufre ou par exemple les extraits de plantes, par exemple le purin d'ortie. Le bio fait partie de l'écologie, mais il ne faut pas limiter l'écologie à l'agriculture biologique. Par exemple, on utilise des tracteurs qui utilisent du fioul en bio. Il n'y a pas de contrainte du cahier des charges sur les modes d'énergie utilisés par les tracteurs en bio. Aujourd'hui, dans l'Aube, d'après Anthony, le bio représente 1,5% des surfaces agricoles. Ça paraît peu, mais lui retient surtout qu'elles ont doublé ces surfaces depuis 2015. De plus en plus d'agriculteurs ou éleveurs effectuent une conversion en bio. Cette étape dure entre 2 et 3 ans. On considère donc qu'en appliquant une période de 24 mois, donc 2 ans ou 3 ans, ça permet au sol d'assurer la dégradation de la majorité des produits phytosanitaires qui ne sont pas autorisés par le cahier des charges bio. Et à la fin de ces 3 ans ou de ces 2 ans, il peut apposer sur les produits qu'il vend le label AB, donc le label bio. Si un agriculteur vous dit qu'il a une production bio et qu'il ne vous montre pas ses labels, c'est qu'il n'est pas bio. Tous les agriculteurs bio qui sont certifiés sont mentionnés sur un site qui s'appelle l'annuaire de l'agence bio et sur lequel on peut voir la liste complète de tous les agriculteurs qui ont leur certification bio en France. Dans le département, 176 producteurs bio sont référencés, mais qui contrôle si c'est vraiment le cas? Chaque année, l'organisme certificateur revient sur la ferme pour valider que l'agriculteur a respecté les règles de l'agriculture biologique. Du contrôle sur papier, sur facture, qu'est-ce qui rentre dans l'exploitation, qu'est-ce qui sort. Ça peut être des prélèvements de sol, des prélèvements de plantes ou des prélèvements de grains pour vérifier s'il y a présence de résidus de produits phytosanitaires. Il y a du bio à côté d'une parcelle conventionnelle, on a toujours un risque
même si les traitements sont faits de manière très précise, on a toujours un risque qu'il y ait des dérives de produits phytosanitaires sur quelques centimètres, parfois 1 mètre sur la parcelle bio. Ça, il faut savoir que l'organisme certificateur, lui, s'il observe une dérive de produits phytosanitaires, il déclasse systématiquement la partie qui a été traitée. Ce sont des organismes privés qui ont une accréditation de l'État pour assurer le contrôle du label agriculture biologique. Ça a un coût. Chaque année, donc, l'agriculteur paye un coût de certification. Par exemple, si vous avez une ferme de 150 hectares, ça vous coûte environ 500 ou 600 € par an. Dernière question, et c'est un rituel durant cette émission, pourquoi le bio est généralement plus cher ? Quand vous passez d'un blé conventionnel à un blé bio, vous diminuez de 55% votre rendement. Donc si vous voulez garder la même marge, il faut quasiment doubler le prix de vente. Si on prend par exemple un prix du blé conventionnel qui est de l'ordre de 150 € tonne aujourd'hui, le blé bio est vendu aux alentours de 430 € tonne. Donc ça se retrouve en partie sur le prix de vente au consommateur. Le bio à pas cher, il faut voir d'où vient-il. Est-ce que c'est un bio français ? Et dans ce cas-là, ce sont des fermes qui arrivent à être compétitives et à produire un produit moins cher que les autres. Mais souvent, on s'aperçoit que c'est surtout du bio étranger, donc forcément qui ont des charges inférieures et qui peuvent produire du bio à moins cher. Après, il faut être vigilant, suivant le pays où on achète, quelles sont la rigueur dans ces mesures de contrôle. Qualité de la certification française est de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on a des organismes certificateurs de très haute qualité. Dans certains autres pays, la qualité de la certification n'est pas du même niveau. Donc il faut aussi le prendre en compte quand on achète bio. Si le consommateur a le choix pour modifier ou pas ses habitudes, à Feuges, en passant au bio, Sonia dit avoir changé de métier. Quand on est en conventionnel, il y a des fiches, comment produire 1 hectare de blé, comment... En bio, ça n'existe pas. Il faut s'approprier le terroir. Pour moi, on réapprend le métier, on oublie tout ce qu'on a fait en conventionnel et on apprend à réobserver nos sols, nos cultures. Il n'y a pas, rien n'est tracé. Rien n'est tracé, il y a beaucoup d'expérimentation. Les variétés de blé, on ne peut pas prendre les variétés conventionnelles et les réadapter. C'est assez compliqué. Je trouve ça super sympa, le fait que tout ne soit pas cadré, on est libre, on peut décider. Il y a des marchés qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, on vient toquer à notre porte, nous demander si on veut faire telle ou telle production. Il y a beaucoup de pistes à explorer. Et c'est ça qui est intéressant. Entre le champ et l'assiette, en agriculture, il existe des intermédiaires. Dans l'Aube, la filière s'organise, notamment pour la collecte. Rien à voir avec la période des pionniers du bio. On a des collègues qui sont partis il y a 20 ans dans le bio. Et à cette époque, il n'y avait vraiment pas de filière, rien n'était organisé. Il a fallu qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, d'aller toquer aux portes des meuneries pour vendre leurs produits. Aujourd'hui, ça bouge vraiment. Et voilà, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, mais aussi d'offres. Et c'est vrai que les filières sont en train de se structurer. Et localement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Bonjour, Alain Herbinet, agriculteur à Feuges. Dans le même groupe, la Septéro Bio que Sonia, Simon, Sébastien et Eric. Sur 150 hectares en agriculture biologique. Et je suis en parallèle président d'une coopérative agricole céréalière qui s'appelle l'Ascara, à Arcis-sur-Aube. Les premiers clients qui sont manifestés pour nous demander si on avait du bio à leur proposer sont arrivés en 2014-2015. Et en 2017 a été prise la décision, effectivement, au niveau du conseil, de collecter du bio pour la récolte 2018. Donc ça nécessite effectivement de remettre à jour nos moyens de stockage, triage, nettoyage, nos cellules, le séchage qui est prévu pour 2019. En parallèle de ça également, une nouvelle personne est arrivée au niveau de l'Ascara pour suivre plus particulièrement les adhérents qui produisent du bio. Un blé bio, une céréale bio, un pois bio ne passe pas effectivement par le même circuit que les céréales conventionnelles. Nous avons par rapport au cahier des charges une obligation de résultat. Après, à nous, coopératives, de prendre les moyens nécessaires pour rassurer l'organisme certificateur qui, lui, doit effectivement valider le process. Nous sommes contrôlés par des organismes certificateurs, donc nous on travaille avec EcoCert. Donc c'est elle qui va valider toutes les étapes de notre production, vérifier que tout ce qu'on achète, nos intrants, que ce soit de la semence ou la matière organique pour fertiliser nos sols, soit bien agréé en agriculture biologique. Et elle vérifie aussi nos pratiques. Une fois que notre produit part, il va tout au long de son processus de transformation, il va être aussi contrôlé. Il y a une batterie d'analyse qui est mise en place pour garantir aux consommateurs que le produit est bien issu de l'agriculture biologique et qu'il n'y a pas de pollution extérieure. À l'Antage, pour la famille Toré, le bio c'est avant tout une éthique. Ses précurseurs sont passés au bio en 1968. Et ça a démarré par le fait que mon grand-père ne supportait plus les produits.
et puis qu'on commençait à voir les dérives du système intensif. Pour mes arrière-grands-parents, eux qui avaient connu la guerre et l'absence de tracteurs, l'absence des produits phyto, pour eux c'était vraiment une marche arrière. À l'époque, ils nous prenaient pour des fous, pour des marginaux, qu'on allait bouffer la cabane 10 ans après, qu'on ne serait plus là. Sauf que 50 ans plus tard, on est toujours là, on a réussi à se développer, on a des nouvelles générations qui arrivent sur la ferme et on est toujours motivés. Il y a de ça 5 ans, on était les seuls producteurs bio dans un rayon de 15 ou 20 km. Donc forcément, on se sentait seul. Chaque fois qu'il y a un scandale sanitaire, nous, ça nous rapporte des clients. Joseph a l'ambition d'aller au-delà du bio, mais également de construire une ferme résiliente aux aléas climatiques. Ferme bio à énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie qu'on en consomme, via la méthanisation. Être une ferme à bas carbone, essayer de limiter au maximum la consommation de fuel et être le plus autonome possible. Ça ne fait pas partie du cahier des charges, mais c'est dans l'esprit du bio. D'après ses précurseurs, les filières du bio ont évolué. Pour la filière lait, pendant longtemps, on a vendu notre lait en conventionnel alors que c'était du bio. Et depuis les années 2000, c'est collecté par Biolait. Alors qu'avant, il fallait se dépatouiller, il fallait passer des coups de téléphone, essayer de vendre du blé en Allemagne. Alors qu'aujourd'hui, on a les coopératives locales qui ont les silos à 3 km. Les habitudes de consommation changent extrêmement rapidement. La consommation de viande a baissé de 10% en 10 ans. Et ça fait que pour remplacer un retraité, il nous faut 4 jeunes. Donc c'est un vrai challenge. C'est-à-dire qu'il faut apporter des services en plus aux consommateurs. Et nous, par exemple, depuis un an, on a un maraîcher qui vient vendre sa propre production en même temps que notre viande. Comme ça, le client, il fait une pierre deux coups. Il peut acheter sa viande et ses légumes. Et sur le long terme, on aimerait bien même installer soit un couple de paysans boulangers ou un couple de fromagers pour valoriser nos produits. Quant à la question pourquoi le bio est en général plus cher, Joseph est habitué à répondre. Pour la vente de viande qu'on fait ici, on a les mêmes prix que chez les artisans bouchers. Donc je ne considère pas que notre viande soit plus chère et en plus elle est bio. Donc ça, il faut que le consommateur final en prenne conscience, qu'il fasse l'effort d'aller sur les fermes. Après, ceux qui font du bio pas cher sont aussi serrés à la gorge. Donc moi, ce n'est pas le modèle de développement que je souhaite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de Terres et Vignes, consacrée aujourd'hui au bio, un marché pour lequel la demande progresse. Production bio dans l'Aube, on démarre. D'ailleurs que l'agriculture, grande culture bio auboise, se situe à hauteur d'environ 4 à 5% des surfaces agricoles de céréales. Il y a un potentiel d'évolution effectivement important. L'offre étant encore inférieure à la demande, on a besoin d'importer aujourd'hui du blé des pays européens, voire de pays tiers. Et clairement, la clientèle, nos clients nous demandent aujourd'hui plutôt du blé tracé français. Pour moi, l'agriculture française, c'est une notion vraiment à mettre en avant. Ça m'est arrivé de me promener en grande surface et de voir de l'oignon bio d'import moins cher que de l'oignon conventionnel français. Comment on peut valoriser l'agriculture française comme ça? Clairement, je ne peux même pas comprendre que du bio soit moins cher que du conventionnel. Et où est la place du bio français sur les étals dans ce cas-là, quoi? On peut se poser des questions, ce que fait le consommateur, sur quel cahier des charges, comment c'est contrôlé.
C'est beaucoup de questions sans réponse et qui inquiètent. Quand on parle de consommation, circuit court, de consommation locale, pour moi, elle ne se raisonne pas à 10 km, sinon on va manger que du blé ou du pain. Donc il faut diversifier un peu, elle se raisonne à l'échelle du territoire français. Ce souhait de retrouver du sens dans l'acte d'alimentation, dans l'acte de consommation. Et l'agriculture biologique contribue à ce sens. On refait le lien entre l'acte de consommation et l'acte de production parce qu'on s'interroge sur la qualité du produit. Justement, à présent, je vous propose une rencontre avec des passionnés qui ont à cœur de préserver un patrimoine alimentaire. À Courterange, les croqueurs de pommes ont aménagé un verger de sauvegarde. Ici, près de 160 variétés anciennes sont bichonnées. Cette biodiversité est pourtant menacée par les habitudes de consommation. Calville blanc d'hiver, Locard. Pour qu'elles soient commercialisées, tous les fruits, il faut qu'ils soient de la même grosseur et qu'ils brillent. Et là, celui-là, bon, il a quelques taches et les gens ne vont pas en vouloir. Et elle est tout aussi bonne que la grosse qui brille. Peut-être des fois meilleure. Parce que la grosse qui brille qu'on trouve en grande surface, elles ont traité, surtraité et maltraité. Les croqueurs de pommes ont pour mission de préserver ces variétés, de les recenser, mais aussi de développer et partager leur savoir avec l'INRA, mais aussi le grand public, comme par exemple choisir le bon moment de maturité pour la cueillette. On le soulève d'un quart de tour et on pourrait dire vulgairement il tombe de peur, ouais, il se décroche. Le fruit est mûr, on le cueille. Maturité de cueillette, ça ne veut pas dire maturité de consommation. Après, il faut laisser le fruit peut-être vieillir, mûrir tranquillement pendant plusieurs mois. Il y a une soixantaine de communes qui ont accepté de planter des vergers de conservatoire, enfin des vergers de sauvegarde. Et puis, tous les gens qui adhèrent, les 500 personnes qui sont adhérentes, elles sont adhérentes parce qu'elles ont des vergers. On distribue ainsi nos bons conseils et nos arbres, voilà, et nos variétés. Quand on va greffer ailleurs, on prend un rameau de l'année, on le greffe, on aura exactement le même fruit. On surveille, on traite très peu, à la bouillie bordelaise, 2 fois l'année, on va dire, à la chute des feuilles et avant la floraison. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un afflux massif de fruits venant d'Amérique du Nord. Et donc c'est comme ça que la Golden a commencé à inonder nos marchés. Puis qu'après, je veux dire que tout s'est emmêlé, quoi. Hein. Tu m'en redonnes un petit bout parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon. Là, c'est la Royale d'Angleterre. Alors le croqueur sans couteau, c'est comme un aveugle sans sa canne. Hein. L'association coordonne l'exposition européenne de fruits des terroirs Europom. L'événement se déroule tous les 5 ans en France. Ce rendez-vous s'adresse aussi bien aux passionnés qu'au grand public. L'entrée est gratuite pour savourer, apprendre et échanger. Finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui maintenant ont planté, j'allais dire une Granny ou une Golden parce qu'ils connaissaient que cette variété-là. Et puis quand ils commencent à goûter ces trucs-là, ces variétés-là, ils disent « Oh, ben ça a du goût, c'est bon, c'est parfumé. Ah ben oui, ben donc voilà. » Donc il y a une évolution de la mentalité. Donc je dirais à ce niveau-là, on est un peu éveilleur des consciences quand même. L'arbre aime l'ombre du jardinier. Ah oui, ben voilà. Il faut que le jardinier soit là. On est sollicité pour montrer comment il faut tailler, montrer comment il faut greffer, montrer comment il faut entretenir le verger. Et on aura l'occasion, puisqu'il y aura un mini verger avec 18 petits arbres fruitiers, un verger qui sera implanté donc, sur l'espace. Et le pépiniériste présent pourra également montrer aux visiteurs comment planter, comment tailler, comment former. Pouvoir voir, toucher, sentir, goûter. Moi, j'ai beaucoup insisté pour que dans chaque association, il y ait au moins quelques variétés en quantité suffisante pour que les gens puissent les goûter, des parfums et des arômes, sachant que le parfum est ce qui rentre par le nez et l'arôme est ce qui va atteindre les bulbes olfactifs, mais par la voie rétronasale. Mettez la pomme sous votre nez et on trouve des enfants qui s'étonnent qu'une pomme sente la pomme. Alors là, c'est vraiment une grande satisfaction, parce que là, il y a au moins un objectif d'atteint. Europom se déroule les 27 et 28 octobre au Cube à Troyes. Dernier volet de cette émission avec Sonia, agricultrice qui se convertit au bio. Elle essaie déjà d'aller au-delà du cahier des charges. L'écologie, elle ne concerne pas que l'agriculture, elle va concerner les industries, elle va concerner les consommateurs, le citoyen lambda. Limiter l'impact de notre activité sur l'environnement, on est certifié ISO 14001. Donc il y a eu les implantations de haies, il y a des implantations de bandes enherbées. On prend en compte aussi la biodiversité
qu'on ne va pas prendre en compte dans le cahier des charges bio. Une initiative qui a été mise en place par Passion Céréales, qui s'appelle monchamp.fr. Donc en fait, ça met en relation des agriculteurs et des classes donc, de primaire, donc CM1, CM2 en général. Ils s'intéressent vraiment à l'environnement et voilà, de répondre simplement à leurs questions et à leurs attentes, c'est vraiment enrichissant et quelque part, c'est les consommateurs de demain. On a besoin effectivement aujourd'hui que le consommateur revienne vers le producteur, l'interroger sur comment on produit, qu'est-ce qu'on produit. C'est comme ça qu'on créera de la confiance entre les deux parties prenantes, que sont le producteur et le consommateur. C'est comme ça qu'on pourra effectivement à nouveau communiquer et faire passer des messages les uns vers les autres. Et non pas être dans une confrontation, aujourd'hui un peu stérile je trouve, entre des personnes qui défendent des méthodes qui sont aujourd'hui moins acceptées par la société et des consommateurs qui veulent quelque chose et dont on a le devoir, en tant que producteur, on a le devoir de répondre à ces attentes, quoi. Alors on ouvre notre exploitation au grand public occasionnellement. C'est important pour nous de parler de ce qu'on fait, du métier tel qu'on le vit, tel qu'on le pratique. Et après, oui, on a des questions sur l'agriculture biologique, mais les gens c'est une curiosité positive. Savoir comment on pratique, ils ont besoin de transparence, tout simplement. Tout le monde peut consommer bio. Consommer, c'est d'abord un acte d'achat, mais ça peut être aussi, et ça doit être demain, un acte citoyen. C'est-à-dire que par la consommation, on doit passer des messages. Consommer bio, c'est d'abord effectivement manger. Après, c'est vouloir se nourrir d'une manière qui répond à un cahier des charges, une attente propre, une attente personnelle. Mais c'est aussi un message qu'on envoie à la société en général et aux agriculteurs en particulier. J'ai besoin de consommer ce produit-là, produisez-le moi. Donc, quelque part, consommer, ça doit être aussi un message qu'on envoie à ses concitoyens et à ses fournisseurs. J'ai pendant 30 ans fait de l'agriculture conventionnelle, ça m'a nourri, ça a nourri ma famille, ça a élevé mes enfants. Aujourd'hui, effectivement, j'ai choisi de faire autrement. Ce n'est pas pour autant que je vais jeter aux orties tout ce que j'ai fait par le passé, quoi. Ce serait pas respectueux vis-à-vis de mes collègues et surtout pas respectueux vis-à-vis de moi-même, quoi. Donc effectivement, on vit une forme de cohabitation, une forme de transition entre différents modèles. Il y aura d'autres modèles intermédiaires qui vont arriver, qui vont naître. Le bio aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il sera dans 20 ans, 30 ans, et peut-être qu'il sera remplacé par autre chose parce qu'il ne répondra pas aux attentes. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans les principes et dans les dogmes, ce serait la pire des choses dans notre métier. Je pense que globalement, il y a une vraie réflexion, une vraie interrogation sur les pratiques et sur l'avenir du métier. Et l'agriculture biologique peut répondre, pour certaines personnes, à effectivement être une réponse, tout au moins, en termes de production des personnes qui veulent changer leur système. Changer son système de culture, tel est le choix de ces deux jeunes frères. Ils ont choisi d'investir et d'innover en pays d'hôtes. C'est le dernier sujet de cette émission. Rendez-vous le mois prochain. Bonjour, je m'appelle Mathieu Verger, nous sommes à Berceneur-Notte et nous souhaitons, avec mon frère aujourd'hui, vous parler des deux idées bien spécifiques que nous avons eues en nous rapprochant de l'entreprise familiale. Alors la ferme ici familiale de base, nous on était plutôt spécialisés en agriculture traditionnelle, grande culture céréales. Moi je me suis installé en 2015, j'ai fait le choix de m'intéresser à la production de sapins de Noël. Et ensuite, avec une société commerciale, on a poussé un petit peu plus sur la décoration, les branchages et autres produits qui viennent se rapprocher du sapin. Les sapins de Noël au début, au moment de mon installation, c'était plutôt vu comme une activité d'appoint. Et on se retrouve aujourd'hui à augmenter notre surface de plantation chaque année. On plantait avant 15-20 000 plants par an, on passe à partir de cette année à 40 000. L'idée pour moi en fait, c'était d'essayer de me servir de la force d'une exploitation agricole traditionnelle en pays d'hôtes, c'est-à-dire avec un parcellaire et des types de terres un petit peu hétérogènes. Se servir de ça pour sélectionner les meilleures parcelles pour une diversification qu'on allait emmener jusqu'à la spécialisation et c'est mon objectif aujourd'hui, c'est-à-dire de mener à bien aussi bien la partie agricole qui est notre première force chez nous et d'en amener une seconde qui sera le sapin de Noël dans 5-6 ans. Bonjour, je m'appelle Thibaut Verger, installé très récemment de cette année. Je suis arboriculteur et producteur de cidre. La parcelle que vous voyez derrière moi est une plantation de cette année. Nous avons planté au mois de janvier 9 hectares pour arriver à un total de 28 hectares d'ici à l'année prochaine. Aujourd'hui, être arboriculteur et producteur de cidre en pays d'hôtes, finalement, je ne fais pas quelque chose de totalement innovant. D'autres personnes le font. En revanche, mon but est quand même d'apporter un dynamisme, une jeunesse à ce projet qui redonne quand même un élan. Car le cidre est historique, disons, dans le pays d'hôtes, mais très peu de jeunes osent se lancer à nouveau sur cette production. Nous cueillons la première pomme de ce verger, et donc aujourd'hui, on peut se demander pourquoi replanter en plus grande conséquence.
L'enjeu pour notre génération, c'est de faire une activité à part entière. Et aujourd'hui, moi, je veux que le pommier ne soit pas une production marginale sur l'exploitation, mais soit une activité qui nous permette d'investir dans du matériel en conséquence et qui nous permette aussi d'embaucher des personnes et de les former pour qu'ils puissent connaître au mieux leur travail et faire un travail de qualité. En revanche, nous rencontrons quelques difficultés. La difficulté majeure est celle de trouver du personnel sur les périodes où nous le voulons. Nous proposons des périodes de travail très courtes. Et donc nous avons proposé, en collaboration avec mon frère, des contrats sur des périodes plus longues pour permettre aux saisonniers de pouvoir s'investir pleinement. Le sens pour nous d'aborder 2 diversifications modestes et de les pousser jusqu'à la spécialisation, c'était réellement d'essayer d'apporter quelque chose en plus de système agricole classique en Pays d'Hôte, d'essayer d'élaborer un nouveau modèle économique en Pays d'Hôte. Et ça nous plaît et ça nous motive tous les jours. Ça vous plaît? Super. Il y a les cloches à la fin.